Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rencontre littéraire exceptionnelle, n'est-ce pas, ce soir, avec un auteur dont monsieur le directeur vient de présenter. On pense que c'est un auteur iconoclaste. Il est difficile de lui présenter parce qu'il est à la fois nouvelliste, romancier, écrivain, metteur en scène, producteur, traducteur et aussi comédien, donc très difficile de lui présenter. Donc ce soir, on va discuter autour de quelques questions et après, la parole est à la salle. D'accord. Donc juste pour commencer, pour, comme on dit, comment est le Vietnam pour vous, quelles sensations que vous avez par rapport à ce que vous avez lu sur le Vietnam, raconté à travers les amis, comment est le Vietnam? Bonsoir. Ça serait présomptueux de faire une grande dissertation sur le Vietnam puisque je suis arrivé hier au Vietnam. Je peux simplement dire ce qui m'a surpris. J'ai eu un sentiment de familiarité en arrivant à Hanoï. À la fois un sentiment de familiarité et un sentiment d'épaisseur. Un sentiment de familiarité parce que tout d'un coup, je me suis retrouvé dans des rues qui m'étaient étrangères et intimes. Des rues où il y avait bien sûr des éléments clairement qui venaient de la France et des éléments aussi qui appartiennent à l'histoire autre du Vietnam. J'ai eu surtout le sentiment de marcher dans des rues qui avaient plusieurs couches d'histoire. Il faut dire que j'arrivais de Hong Kong. Alors là, vous n'avez pas du tout l'impression à Hong Kong d'être dans un monde qui a plusieurs couches. C'est très récent, c'est construit tout en hauteur. Les plus vieux bâtiments que j'ai rencontrés, c'était la résidence de France, datait du 1930. Donc j'étais dans un monde qui était, je dirais, quoi qu'en hauteur, il était plat. Vous voyez ? Et ici, en arrivant à Hanoï, j'ai eu l'impression non seulement de marcher dans l'espace, mais de marcher dans le temps, de marcher dans les siècles. Je dirais, comme on en parlait juste avant avec les journalistes, qu'à Hong Kong, j'avais l'impression d'ouvrir un livre qui avait 2 pages. Et en arrivant à Hanoï, j'ai l'impression d'ouvrir un livre qui avait 1000 pages, au moins. C'est-à-dire quelque chose de riche, d'épais et de consistant. Donc, voilà. Mais vous savez, quand on est écrivain, on écrit bien sur Calcutta quand on est à Paris, et on écrit bien sur Paris quand on est à Calcutta. Il faut attendre que les sensations se quintessensient, arrivent à l'essentiel pour dire quelque chose. Donc je vous parlerai bien d'Hanoï d'abord quand je le connaîtrai mieux, et ensuite quand le temps aura fait son travail pour distinguer l'essentiel de l'accidentel. Merci. Maintenant, on vient à plein de gens qui sont très curieux de vous comprendre, vous savoir comment Emmanuel Smith l'écrit. Parce que pour beaucoup de monde, l'inspiration pour les artistes c'est très important. Est-ce que l'inspiration est importante pour vous ou non? D'abord, j'ai rendez-vous avec un livre. Un livre, c'est un rendez-vous. Et pendant des années, des mois, j'ai rendez-vous avec le livre. Et avec une certaine excitation, avec un certain désir. Vous savez comme on dit en France, quand on a rendez-vous, c'est dans l'escalier qui monte au rendez-vous que le cœur bat. C'est-à-dire c'est le moment du désir, qui est le moment le plus merveilleux. C'est pas forcément après ce qui se passe, c'est quand on imagine ce qui va se passer. Donc le rendez-vous avec un livre, c'est-à-dire quand je monte l'escalier, c'est un moment délicieux. Où je rêve un livre, où j'ambitionne d'écrire un livre. Et puis arrive enfin le moment où je vais écrire le livre. Alors je précise que dans tous les mois ou toutes les années où j'ai rêvé d'écrire un livre, je ne prends pas de notes. Je laisse simplement le livre grandir, grossir en moi. Et puis arrive le moment où je sens que le livre est prêt et qu'il faut que je l'écrive. À ce moment-là, je m'isole, je m'installe à mon bureau et j'essaie d'écouter les personnages, de sentir leur présence, leur énergie. Et là, il arrive toujours une chose absolument incroyable, je m'endors. Dès que je commence à entendre mes personnages, je tombe sur la table, comme en catalepsie. Je tombe et je dors pendant 5-10 minutes. Et après, quand je reviens à moi-même, je me sens mal.
je me sens vaseux, je me sens pas du tout dans le même état de conscience que d'habitude. J'ai même pas l'impression d'être concentré. Or, en fait, je suis dans un autre type de concentration. La concentration qui permet de créer, qui est un état différent de la vie ordinaire. Et c'est dans cet état vaseux que j'écris après pendant des heures et des heures et des heures. Donc en fait, je crois que le sommeil, c'est le couloir qui me permet d'arriver à l'imaginaire, qui me permet d'arriver à l'endroit dans mon cerveau où les histoires sont déjà écrites. Vous voyez, où elles se sont écrites avec le temps, d'une façon quasi inconsciente. J'ai l'impression que le sommeil est le couloir qui me permet de me quitter, moi, Éric Emmanuel Schmitt, avec des soucis quotidiens, des soucis ordinaires. Ça me permet de me quitter, moi, pour devenir une oreille et un œil attentif au personnage, à l'histoire. J'ai l'impression, moi, quand j'écris, d'être un serviteur des personnages et de l'histoire que j'écris. J'ai pas du tout le sentiment d'être un créateur, d'être un dieu, d'être un démiurge, d'exercer un pouvoir. Au contraire, j'ai l'impression d'obéir. J'obéis aux personnages, j'obéis à l'histoire, j'essaye de trouver les mots qui conviennent, j'essaye de bien entendre les dialogues. Vous voyez, c'est pas du tout, il n'y a rien de volontaire, et c'est pas du tout un sentiment de création, c'est plutôt un sentiment d'écoute et d'attention. Donc je me vis plus comme un scribe que comme un créateur. C'est comme ça que vous rencontrez Mozart, Beethoven, Einstein, Hitler. Non, mais c'est comme ça aussi que je rencontre des personnages comme Oscar ou Monsieur Ibrahim, parce qu'il n'y a pas que des personnages appartenant à l'histoire, déjà vécus, il y a aussi des personnages imaginaires. Mais si vous voulez, on parlera après du fait que comment on écrit sur des personnages qui ont déjà existé. Ça, parce que ça, c'est technique, c'est plus difficile. Mais voilà. Et bon, j'écris pendant des heures et après, pour revenir dans la vie normale, je me réendors. Et comme je repasse le couloir et je reviens dans ma vie. Et ça, c'est les premiers jours. Mais après, en fait, après, l'imaginaire a pris toute la place et c'est ma vie qui a perdu sa place. Je fais semblant de vivre. En fait, je suis tout le temps dans mon imaginaire. Je fais semblant de vivre. Alors, mes proches me disent que je fais tellement d'efforts pour avoir l'air normal, pour avoir l'air d'être là, pour faire semblant d'être attentif. Ils me disent, on t'en veut pas. On voit que tu fais tous les efforts que tu peux, mais en fait, je suis parti. Si mon personnage boite, je boite. Si mon personnage est mauvais, je deviens mauvais. Je lui laisse toute la place. Toute la place. C'est au point que parfois, je suis à la limite de l'hallucination. En écrivant le roman que vous avez traduit en vietnamien, La part de l'autre, qui s'appelle La part d'Hitler. L'autre part de Hitler. En vietnamien, le titre. Voilà. C'est donc un livre qui raconte la vie du vrai Hitler et la vie de l'autre qu'il aurait pu être s'il avait réussi l'Académie des Beaux-Arts et qu'il était devenu peintre. En écrivant ce livre, vous vous souvenez sans doute, il y a un grand passage qui se passe pendant la guerre de 14-18. Très heureux. Voilà. Et où le vrai Hitler est très très heureux. C'est une révélation, la guerre. C'est une révélation pour lui de ce que doit être la vie. Et puis l'autre, Adolf H., lui est très malheureux pendant cette même guerre. Et donc moi, pendant des semaines, j'étais dans les tranchées avec eux, en train de décrire la guerre. Et j'avais décidé que le danger, ça serait le bruit. Parce que quand on vit dans les tranchées et qu'on ne voit rien, effectivement, le danger, c'est le bruit d'un shrapnel, d'une bombe, d'une balle. Voilà, le danger, c'est le bruit. Et donc, j'étais dans cet état, j'écrivais tous les jours, et un jour, je me promenais avec mes neveux qui avaient 9 et 11 ans dans la rue, et qui vivaient avec moi à ce moment-là. Et tout d'un coup, je leur crie « Couchez-vous !» Et moi, je me jette sur le gazon. Et ils me regardent. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Un vélo avait freiné. Et le bruit du frein du vélo m'avait fait penser que
un shrapnel arrivait sur moi. Donc il y a des moments comme ça où on est entre l'imaginaire et le réel. Bon, je ne deviens jamais totalement fou au point de croire que je vis dans mon livre, mais il y a des états limites. Monsieur Smith, auteur de barrières, comme vous dites, c'est un succès où il y a une barrière. Vous voyez, il y a plein de monde là, il y a plein d'étudiants. Donc, comme la dernière fois on a fait à l'espace, on invite les jeunes à s'asseoir ici. Non, mais tout le monde puisse expliquer ce que c'est un auteur à barrière. Voilà. D'accord, parce qu'il dit que parfois le livre a tellement de succès qu'il y a tellement de gens qui attendent pour avoir la signature, la dédicace, tout ça, donc il faut avoir des barrières de sécurité, tout ça, donc il appelle un auteur de barrières. C'est l'éditeur qui a. C'est l'éditeur, auteur à barrière. À barrière. Oui. Au XVIIe siècle, quand les acteurs jouaient au théâtre, une partie du public était sur scène autour. Ouais. Pareil au Vietnam, quand on joue le théâtre populaire aussi, les gens s'assoient autour, et puis parfois il y a un dialogue en fait en live avec la personne qui joue. Vu du point de vue de Ponce Pilate et Judas, on a aussi l'histoire de l'islam dans Ibrahim et les fleurs du Coran. Là-dessus, vous mettez un arabe à côté, un juif, autour de la question de la religion. Et d'autres. Est-ce que avez-vous jamais rencontré une sorte de menace contre votre vie ou quand il y a des représentations ou non? Là, je pense que vous faites allusion à Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est un texte qui court, qui raconte l'amitié, je dirais même l'amour, entre un petit garçon juif et un épicier musulman. C'est un texte que j'ai écrit en 1999 dans un contexte totalement différent d'aujourd'hui. En 1999, en France en tout cas, quel était le rapport à l'islam? C'était un rapport d'indifférence. On a du mal à s'en souvenir aujourd'hui, mais un rapport d'indifférence totale à l'islam. On ne savait pas ce que c'était, on ne s'y intéressait pas. Et donc, à cette époque-là, le texte est apparu comme un voyage. Un voyage où M. Ibrahim prenait le lecteur et le petit garçon Moïse par la main et l'emmenait en Turquie, dans le territoire du soufisme, cette mystique de l'islam, où l'on prie en dansant. Et ça a été considéré, et ça a eu un énorme succès, considéré comme un voyage qui poussait à la tolérance et à la bienveillance, mais d'abord un voyage. Ensuite, il y a eu ça a d'abord été joué au théâtre, il y a eu le livre, puis il y a eu un très beau film de François Dupeyron avec Monsieur Ibrahim joué par Omar Sharif, et Omar a reçu tous les prix quasiment pour ce rôle où il était absolument somptueux. Et puis, depuis 2-3 ans, on me demande de rejouer Monsieur Ibrahim. Le texte maintenant est étudié dans les collèges et dans les lycées. Le contexte a changé. Mon texte n'a pas changé, mais le contexte a changé et le contexte a transformé le texte. Parce qu'aujourd'hui, le rapport à l'islam est un rapport de peur, voire de haine, car les attentats en France commis par les islamistes provoquent une confusion entre islam et islamisme. Et ça provoque aussi des interrogations sur le lien de cette violence avec l'islam. Et donc tout d'un coup, ce texte, qui est une histoire d'amour entre un enfant juif et un épicier musulman, n'est plus seulement un voyage, mais est devenu une sorte de manifeste de bienveillance, plutôt que de... J'aime pas le mot tolérance. Dans la tolérance, il y a parfois du mépris. J'adore le mot bienveillance, parce que la bienveillance est une vertu qu'on peut pratiquer. La bienveillance, c'est avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et les bras ouverts. Et tout d'un coup, ce texte devient un manifeste de bienveillance pour dire, attention, ne réduisez pas l'islam à une déviance, qu'est l'islamisme, mais considérez que dans l'islam, il y a des trésors.
et par exemple la mystique soufie. Donc le texte forcément sonne différemment aujourd'hui, et c'est vrai que je le joue de plus en plus moi-même sur scène depuis 2-3 ans, et y compris à l'étranger. Et bien maintenant, en France, dans certaines villes, on est obligé de mettre un système policier de surveillance autour du théâtre. Des policiers qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de militants d'extrême droite qui viennent crier parce qu'on joue un texte qui dit qu'il peut y avoir des beautés dans le Coran, et aussi une surveillance contre le contraire, c'est-à-dire les salafistes, d'éventuels fanatiques ou terroristes qui ne supporteraient pas justement cette vision libre et poétique de l'islam. Vous savez, quand le texte est paru en Égypte, en arabe, j'ai eu la chance de rencontrer le prix Nobel de littérature, le seul prix Nobel de littérature arabe, Naguib Mahfouz, qui est un écrivain que j'adore. Et Naguib Mahfouz avait beaucoup aimé M. Ibrahim et voulait me rencontrer pour cela, à cette époque-là. À l'époque, il avait 96 ans. Ouais, 96 ans. Et il ne pouvait plus écrire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lui avait poignardé la main. Un jour, alors qu'il était à la terrasse d'un café au Caire, un fanatique lui avait enfoncé un poignard dans la main pour qu'il cesse d'écrire, parce que le fanatique pensait que Naguib Mahfouz était un impie, quelqu'un qui parlait mal du Coran. Alors qu'en fait, oui, Naguib Mahfouz ne parlait pas mal du Coran, il avait un rapport poétique au Coran. Ça l'inspirait d'une façon libre. Eh bien, qu'est-ce qu'on a découvert? Que ce fanatique était analphabète et qu'il n'avait jamais lu un livre de Naguib Mahfouz. Donc on peut toujours tout craindre, vous voyez. Donc très prudemment, quand je joue le texte, il y a un service d'ordre. Je ne sais pas si on poignarderait la main droite ou autre chose, mais en tout cas, voilà, le fanatisme, c'est à base d'ignorance, hein, toujours, toujours. Et on a tout à craindre de l'ignorance. Est-ce que c'est joué ou traduit en hébreu ou non? Comment oui. on reçut ça Monsieur Ibrahim, voilà, Monsieur Ibrahim, ça c'est vraiment... Vous savez, quand on écrit un livre, on ne sait pas à quoi il sert. Et on ne sait pas quel public il va rencontrer. Et Monsieur Ibrahim a été joué pendant des années en Israël, au théâtre Habima, qui est le théâtre de Tel Aviv, théâtre national de Tel Aviv. Et il était joué un soir en hébreu, un soir en arabe. Les partisans de la paix des deux côtés, hébreux, arabes, se servaient de ce texte comme d'un drapeau pour essayer de provoquer la réunion des antagonistes. Voilà, c'est hallucinant, parce que moi je n'ai jamais pensé que ce texte pouvait servir à ça. Souvent je découvre à quoi servent mes textes une fois que je les ai écrits. Je veux dire, par exemple, Oscar Adamrose est beaucoup utilisé par les médecins, même dans les études de médecine, pour voir ce qu'est le point de vue du malade et humaniser l'hôpital. Le sumo qui ne pouvait pas grossir, j'ai découvert avec surprise qu'il était utilisé par les professeurs et les psychologues qui s'occupent d'enfants anorexiques. Parce qu'au fond, ce sumo qui ne pouvait pas grossir, c'est le portrait d'un anorexique, avec y compris le problème du deuil, qui est souvent lié à l'anorexie. Et puis, c'est un livre qui donne une image positive de l'obésité, du poids, puisque la première phrase du livre, c'est « Je vois un gros en toi ». C'est-à-dire, je vois vraiment quelqu'un de bien en toi. C'est la parole d'un maître sumo par rapport à un adolescent qui est dans la rue en train de mendier. Donc, voilà, on découvre à quoi servent les textes. C'est absolument fascinant de voir le voyage des textes. Peut-être une dernière question de ma part sur la religion. Il semble que vous cherchez à mettre de l'importance pour la religion dans la vie des gens et aussi poser la question sur quel est le rôle des religions dans la stabilité ou l'instabilité des sociétés. Surtout à travers le dernier livre, L'homme qui voyage à travers ses visages. Qui voyage à travers les visages. Où vous êtes interviewé par vous-même. Non. Par un journaliste. Dans mon dernier livre, L'homme qui voyage à travers les visages, le héros, Augustin, me rencontre.
Donc je me suis vu débarquer dans le livre comme un personnage que le héros voulait interviewer. Non, c'est autre chose. Bah, j'ai envie de, pour être clair, de vous dire mon profond rapport à la spiritualité. Moi, je suis né athée dans une famille athée. J'ai eu une instruction athée. J'ai fait des études de philosophie, je suis agrégé docteur en philosophie, et en plus, ma thèse était sur un auteur athée, Diderot. Mon professeur à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, c'était Jacques Derrida, intellectuel athée, s'il en est. Donc, je viens de ce milieu-là, et j'étais totalement à l'aise avec cet athéisme. Or, un jour, je suis entré dans le désert du Sahara pour faire un voyage. Et ce voyage a changé ma vie. Parce que je suis rentré athée dans le désert et j'en suis ressorti croyant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, nous marchions, nous étions un groupe de 10 personnes, nous marchions, nous couchions le soir à la Belle Étoile. C'était un voyage d'aventure, c'était un voyage physique, hein, qui pour moi est devenu un voyage métaphysique. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis perdu. J'ai perdu mon chemin. J'ai tout fait pour perdre mon chemin. J'ai tout fait pour perdre mon chemin, comme si j'avais le pressentiment qu'il fallait que je me perde. Mais en tout cas, un jour, après l'ascension du mont Tahat, qui est le plus haut sommet de cette partie du Sahara, c'est au sud de l'Algérie, un jour, quand on est arrivé au sommet du mont Tahat, j'ai dit « je descends en premier », oubliant totalement que je n'ai aucun sens de l'orientation. Je suis une bille, je vais où on pousse. Et je me suis mis à marcher pendant des heures avec une énergie folle, heureux, exalté, sans jamais vérifier si c'était le bon chemin, sans jamais me retourner pour voir si mes camarades me suivaient. Comme ça, pendant des heures. Arrivé au bas de la montagne, je me suis dit, tiens, là, derrière le rocher, il doit y avoir le campement. C'était un oued, hein, une étendue sableuse dans laquelle on avait installé les chameaux et nos sacs de couchage. Derrière le rocher, pas de campement. Derrière le rocher suivant, pas de campement. Je me retourne, je vois personne dans la montagne en train de descendre derrière moi. J'appelle, personne ne répond. Et là, je me rends compte que je suis perdu. Je suis perdu sans rien à boire et sans rien à manger, car cet après-midi-là, je ne portais pas le sac. Et donc, et je suis habillé pour la journée, pas pour la nuit. J'ai un t-shirt et un short. Et pour ça, dans ce roman, j'imagine deux 20e siècles. Un 20e siècle avec Adolf Hitler, dictateur, et un 20e siècle avec Adolf H, peintre, apprécié de la bourgeoisie juive, et donc une autre Europe, une autre Allemagne, peut-être pas de Deuxième Guerre mondiale. Enfin, j'ai essayé de voir ce qui, dans l'histoire du monde, dépendait strictement de Adolf Hitler et de ses obsessions antisémites. Alors, donc c'est pour ça que vous posez votre question sur les mondes parallèles, puisque... Alors moi, mon projet, ça avait été d'éclairer le vrai par le virtuel, d'éclairer le vrai Hitler par un Hitler virtuel. Donc, au fond, c'était un principe pour approfondir la psychologie du vrai que de montrer ce qu'il aurait pu devenir s'il n'avait pas justement été comme ça. Alors, est-ce que je crois au monde parallèle ? Dans ce monde-ci, non. Par contre, moi, je vis dans plusieurs mondes à la fois. Parce que, d'abord, ne serait-ce que par mes rêves, j'ai des rêves récurrents. Donc, parfois, je me dis, est-ce que ce sont vraiment des rêves ou est-ce que... Parce que qu'est-ce que c'est la réalité ? La réalité, c'est un rêve qui se répète, hein, qui est là, toujours obstiné, continu, opiniâtre, têtu, qui présente toujours les mêmes choses. Alors que nos rêves sont plus labiles, peuvent partir en poussière. Mais parfois, moi, j'ai des rêves récurrents qui fait que vraiment, je me demande si je ne vis pas plusieurs réalités. Et quant à la question physique ou astrophysique de savoir s'il y a des mondes parallèles, c'est tout à fait scientifiquement possible, bien sûr. Mais
Mais voilà, je ne crois pas que les mondes parallèles existent, mais par contre la littérature peut trouver les couloirs de ces mondes parallèles. Moi j'ai fait avec Adolf Hitler finalement ce qui se passe dans Harry Potter, où sur le quai de la gare, tout d'un coup on part dans un autre monde.